Sensoscopie, le podcast de l'intelligence sensorielle. Quand on nage avec les requins, mieux vaut ne pas saigner. Des inspirations essentielles pour décoder nos ressentis, comprendre le monde, notre environnement, pour tous ceux qui cultivent l'art de percevoir et bien plus. Restez vivants dans un monde qui peut parfois sembler trop rapide, trop bruyant, trop violent, trop dispersé, insensé. Je suis Emmanuelle Motte, fœtus devenue grand-mère. J'ai souvent mouru et renaquis. J'ai d'abord été costumière pour tisser des fils et des liens avant de franchir la frontière de l'épiderme et découvrir le costume intérieur qui façonne nos rôles. Équipée de 30 ans d'exploration pratique de nos compétences comportementales, ma capacité à interroger le système sensoriel aide tous ceux qui bloquent dans des situations complexes. Merci d'avoir choisi l'audio pour vous extraire des écrans et favoriser une écoute intime et confidentielle. Dans cet épisode de Sensoscopie, nous suivons un enfant hypersensible qui creuse sur la plage de la mine d'or pour chercher du réconfort. Ce parcours initiatique explore la force et la vulnérabilité de l'enfance, la pureté de l'innocence et la tendresse du monde. Vous allez découvrir comment l'hypersensibilité peut devenir une force motrice, comment sublimer les résistances au changement et comment réinventer les organisations en les reconnectant à leur vitalité profonde. Mon invité, Stéphane Rio, fondateur de Novetera, nous ouvre les portes d'un univers où l'hypersensible, souvent perçu comme une vulnérabilité, devient une force motrice et transformatrice, voire alchimique. Avec une intelligence sensorielle rare et une profondeur d'analyse singulière, il nous montre comment cette sensibilité peut être mise au service des organisations pour les aider à évoluer, à s'aligner sur des valeurs humaines et embrasser le vivant. Une plongée riche et lumineuse dans un univers à la fois poétique et concret, porté par mon invité qui, avec humour et audace, nous invite à voir le changement comme une alchimie, à la portée de tous, à un grand moment de sensoscopie. Et je le laisse tout de suite se présenter. Alors je suis Stéphane Rio et je suis alchimiste des organisations. Alchimiste des organisations, j'aime beaucoup ces deux mots ensemble. Tu peux me préciser un peu plus donc, ce que tu entends toi par alchimiste, ça va avec la transformation? Oui, c'est ça. En fait, mon métier un peu officiel, c'est d'accompagner la transformation des entreprises, notamment, accompagner le changement. La conduite du changement. La conduite du changement, voilà. Mais j'aime pas trop ce terme-là, et donc j'aime bien utiliser un terme plus allégorique. Et j'ai découvert l'alchimie. Je me suis beaucoup intéressé à l'alchimie il y a des années. Et sans être moi-même alchimiste opératif, comme on dit, je n'ai pas encore transformé le plomb en or, malheureusement. Mais tu tentes. Mais je tente, ouais. Et donc c'est ça un peu que j'essaye de faire dans les entreprises. T'enlèves les couches pour essayer de gratter la pépite à l'intérieur. Exactement, on va aller rencontrer l'œuvre noire, on va aller rencontrer ce qui empêche la transformation, et puis aller rencontrer justement l'œuvre blanc, qu'on appelle, aller nettoyer tous les scories, toutes les résistances au changement, toutes les peurs, toutes les émotions, dans toutes les intelligences justement, on va en parler. Et moi, j'adore à un moment sortir avec une nouvelle énergie, cette œuvre rouge, cette œuvre pourpre, dans laquelle il y a de l'énergie retrouvée, de la joie, de l'élan, et puis un peu plus d'amour pour soi-même, pour le vivant. Voilà. Ok, c'est de l'écologie humaine. C'est ça, c'est de l'écologie humaine, c'est prendre soin d'une organisation qui pour moi est un organisme vivant, et c'est d'utiliser les mêmes modes de fonctionnement universels pour une organisation, pour un collectif, pour un individu. Et l'aider à se transformer et à se préparer au monde qui vient. Belle ambition. Hein. Merci. Je t'ai demandé d'amener une photo de toi quand tu avais 6 ans sur cette photo. Sur cette photo, ouais. J'ai 6 ans. Alors, je ne sais pas si tu remarques, alors les auditeurs ne vont pas le voir, mais elle a une couleur particulière. Elle est un peu sépia, comme on dit. Exactement. Et en fait, c'était une petite erreur de manipulation de ma maman qui a pris cette photo. À l'époque, c'était des photos argentiques. Et en fait, elle pensait qu'elle avait fini la pellicule et elle a ouvert le réceptacle. Et du coup, elle a refermé très vite en se rendant compte qu'il restait encore des photos à prendre. Et du coup, ça fait une photo un peu sépia, tout à fait. Et je suis à la plage, là. J'ai 6 ans. Et je suis à la plage de Pénétin, à côté dans le Morbihan, et pas loin de chez nous.
Et puis, c'est la plage de la Mine d'Or, justement, ça s'appelle, parce que c'est une plage avec des falaises qui, au coucher du soleil, tu as l'impression d'être au milieu d'une mine d'or. J'adorais aller dans cette plage-là, elle était très grande. Et puis, voilà, ce petit garçon, un peu triste, je dois dire, qui creuse avec sa pelle et son râteau. Et ouais, parce que, en gros, là, si je connecte à ce petit garçon, mes parents venaient de s'engueuler, en fait. Et on est tous partis à la plage pour s'aérer. Et là, j'étais tout seul avec ma mère, mes sœurs étaient pas loin. Et voilà, j'étais un peu isolé. Ils étaient à 100 mètres, 200 mètres. Et là, j'avais besoin de creuser mon trou et faire quelque chose avec mes mains. Est-ce qu'on peut dire que tu cherchais déjà la pépite? Ouais, c'est vrai, hein. Ah oui, en plus, je me rends compte, là, le trou, il est quand même bien profond devant moi. On croirait que tu vas t'enterrer, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais, ce jour-là, je me souviens, j'emmenais pas large, ouais, parce que pour moi, c'était compliqué ce jour-là. Tu ressens ce que tu ressentais? Ça faisait Ouais, comment ouais. Ben, en fait, bon, ça a été toujours un peu compliqué dans la famille, parce que c'était quand même assez violent. Et parfois, j'avais des moments, j'avais juste envie de me barrer, quoi. Et justement, c'était par l'isolement où je me mettais dans une voiture, dans le garage, où j'allais dans la forêt à côté. Et là, je vois bien, je me souviens très bien avoir fait le choix de me mettre très loin, à la limite de la plage, pour creuser mon trou. Ouais. Et là, je me rends compte que je suis en train de le remplir avec mon arrosoir et je vais chercher l'eau de la mer et je remplis ce trou. Mais je pense qu'en fait, j'ai dû mettre pas mal d'énergie à creuser ce trou parce je pourrais rentrer dedans, en effet, tu as raison. Tu te fabriques une piscine, en fait. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, t'es pas grimpé aux arbres, Non. mais tu as creusé une piscine dans la plage. C'est ça. Et tu vois, c'est l'élément eau aussi. Pour moi, alors, il y a l'émotion, tout ça, et je vois bien que j'ai besoin de l'eau, en fait. J'ai besoin d'être face à l'eau. C'est ça qui me calme, c'est ça qui m'apaise. Ouais. Mm. Quand tu le regardes dans les yeux, avec son petit air très tendre, ouais. Est-ce qu'il est fier de ce que tu as fait de toi aujourd'hui, quand tu le regardes? Ce que j'entends là de ce qu'il me dit, c'est j'attends toujours que tu te révèles. Que tu te révèles. Que tu te révèles et que tu me révèles. Que tu me révèles. Ouais. C'est-à-dire? En fait, il est très sensible. Il est très sensible. Il est très sensoriel, c'est-à-dire il sent tout. Il perçoit tout. Et cette hypersensibilité-là, elle n'a pas la place dans son univers. En tout cas, dans l'univers qui était le mien à l'époque. Mon hypersensibilité n'avait pas l'espace pour ça, c'était pas possible, quoi, d'être trop tendre. Et je vois bien que ça me suit encore, cette histoire. C'est-à-dire que je me sens encore toujours très hypersensible à tout ce qui se passe autour de moi. Donc c'est pratique en termes de compétences pour sentir une situation, décrypter une personne ou un événement. Et en même temps, ça peut me submerger beaucoup. Et en même temps, dans cette hypersensibilité-là, il y a de la richesse, quoi. Il y a de l'intuition, il y a du subtil, il y a de la tendresse aussi, tu vois. Et voilà, j'ai l'impression d'être la dentelle là, sur cette photo et d'avoir beaucoup mis de carapace pour vivre dans ce monde-là, quoi, dans celui qui m'est offert. Et là, il me dit, allez, assume aussi cette hypersensibilité-là, cette subtilité-là, et mets-la au monde, quoi, pour offrir au monde ça. Voilà. Ok. Donc, tu sens que le sensible, aujourd'hui, t'empêche, même s'il te permet? Alors, en fait, je baigne dedans, en fait. Je baigne dans ce sensible-là en permanence. C'est mon creuset alchimique à moi, pour reprendre l'alchimie. Je suis toujours en contact avec, mais il y a des moments, je ne l'assume pas complètement. Je mets un masque ou un manteau ou un filtre par rapport aux gens que je rencontre pour pouvoir aussi me préserver.
Mais en même temps, les gens qui font appel à moi, les gens que je rencontre connaissent cette sensibilité-là. Mais il y a toujours un espace où, tu vois, c'est un peu comme sur un diaphragme de photo. Je vais argentique, hein, les photos d'avant. On a un diaphragme qu'on ouvre plus ou moins grand pour permettre à la lumière de rentrer. Et je vois bien que dans mes relations avec les gens, je suis toujours à faire attention à mon degré d'ouverture de mon diaphragme, de mon champ. Tu as juste l'intensité. Ouais, c'est ça. En fait, c'est toujours très intense. Ok. Ouais. Mais du coup, tu as aujourd'hui un peu les manettes par Oui. expérience de comment moduler la Oui. fréquence. Oui, oui, complètement. Après, c'est l'assumer pour permettre à ce que d'autres personnes comme moi, hypersensibles, puissent se dire « Ah, mais il parle de moi, ça résonne pour moi. Je suis aussi comme ça. » Tu vois, d'ailleurs, j'ai préfacé il y a 2 ans un bouquin sur l'hypersensibilité au travail. Ça m'a fait pleurer d'écrire la préface, de me dire je suis honoré qu'il y ait des gens qui lisent ce bouquin parce qu'ils vont comprendre comme moi qu'on peut être dans un monde tel qu'il est actuellement et vivre une singularité, quelque chose d'unique et le mettre et l'offrir au monde sans se laisser bouffer, hein, sans se laisser déborder, sans se laisser submerger. Donc c'est accepter sa vulnérabilité, Oui. sa fébrilité dans certaines, parce qu'une capacité de perception. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui peut empêcher d'accepter? C'est l'histoire, souvent. C'est la mémoire. En fait, c'est la mémoire, ouais, les empreintes émotionnelles. c'est ça. Ben moi, tu vois, typiquement, si je reprends contact avec ce petit gamin sur la plage, je me souviens très bien des fois me dire ne te montre pas, quoi. En gros, c'est comme s'il fallait se carapater, créer une carapace. Et en même temps, j'avais des espaces sur le côté, dans ma chambre, où j'exprimais une immense créativité qui se lâchait, quoi. J'allais souvent dans le grenier quand toute la maison fourmillait en bas, j'allais à l'étage du dessus pour être dans ma bulle et je me lâchais, j'imaginais des trucs, je dessinais, je faisais des collages déjà avec les catalogues de la Redoute ou des Trois Suisses. J'ai fait ça aussi. Voilà. Et puis... Tu créais ton monde. Ouais, je créais mon monde voilà, mais j'étais encore à une époque où je pouvais, par le jeu, exprimer tout ça. Et là, maintenant, je me rends compte que je peux de plus en plus m'autoriser à jouer à ça. Ça devient mon métier quelque part maintenant, tu vois. Avec toujours un peu ce jeu de mémoire qui dit attention à pas trop te dévoiler parce que tout le monde n'est pas prêt à recevoir ça. Tout le monde n'est pas prêt à entendre ta sensibilité. Tout le monde n'est pas prêt à accueillir. Et le fait que tout le monde soit pas prêt à accueillir ta sensibilité, en quoi c'est un problème? C'est ma vulnérabilité. C'est-à-dire que moi, je me souviens parfois avoir eu des retours sur c'est trop barré, tu vois, par exemple. C'est quoi le trop risque? perché. C'est quoi le risque? Le rejet. Le rejet, tout simplement. C'était le fait que c'est comme si je parlais une autre langue et qu'on ne peut pas me comprendre. J'ai souvent eu ce problème-là. Sentiment d'isolement. Ouais, c'est ça. Solitude. Ouais. Des fois, je me sens très seul, alors qu'il y a plein de monde autour de moi. Et quand tu es connecté à cette sensibilité, du coup, tu captes aussi, je pense, des énergies plus subtiles. Oui. Voire, il y a des gens qui ont des guides, il y a des gens qui ont des repères métaphysiques. Est-ce que ça te nourrit? Parce qu'on peut avoir une sensation d'isolement, mais en même temps, en se connectant à ces sensations, il y a quelque chose de plein, il y a quelque chose qui nous habite, d'énergie, de chaleur, de sentir même... je sais pas, tu mets ta main sur la table, tu sens la texture de la nappe. Ouais. Tu respires l'oxygène d'un arbre dans une forêt, tu manges un fruit goûteux. Il y a le plaisir de l'existence, juste de célébrer la vie par le sensoriel. C'est ça. Ça te nourrit assez? Oui, alors le sensoriel, pas assez, mais le sensible, oui. C'est-à-dire que le subtil.
C'est quoi la différence? En fait, pour moi, le sensoriel, ça fait appel un peu à tes sens, à ton corps. C'est-à-dire que c'est les 5 sens et c'est l'expérience, j'allais dire, sensuelle presque, ce sensoriel. Tu te sens exister en tout Ouais, cas. c'est ça. Et puis c'est quelque chose de tangible. C'est quelque chose que tu peux sentir, le froid, le chaud, l'odeur, la texture, la couleur. Et ça, c'est encore un espace pour moi qui est encore à explorer, tu vois, qui est encore un espace à nourrir. Et là où j'ai pris un peu refuge quelque part, c'est dans le subtil, l'énergie, le ressenti, l'émotion, tous ces espaces un petit peu invisibles quelque part, intangibles. Mais du coup, ils n'ont pas d'odeur, ils n'ont pas de bruit, ils n'ont pas de... Le système sensoriel est encéphalogramme plat. Alors, si en fait, c'est juste que c'est une lecture, différente, quoi. Comme s'il y a les canaux de perception. Alors c'est vrai que quand je suis avec quelqu'un, je te donne un exemple, je sens très vite par empathie comment elle se sent, ou elle a mal dans son corps. Du coup, c'est vrai que ma grille de lecture, c'est mon corps. Oui, mais du coup, tu ressens. Mais je ressens. Ouais. Donc tu ressens une sensation. Oui. Et cette sensation, par exemple, si tu es face à quelqu'un, je sais pas, qui a mal au lombaire, tu vas ressentir la tension dans les lombaires. C'est ça. Ok. Mais n'empêche que ça passe par l'épiderme, c'est la kinesthésie. C'est ça, c'est la kinesthésie. Donc c'est un sens. Ouais, c'est un sens. C'est le sens du toucher. Ouais. Et cette grille de lecture, c'est ta perception par tout ce qu'on appelle la proprioception, c'est-à-dire tes capteurs neurosensoriels peau. Et évidemment que ça fait appel à entre guillemets, ta capacité d'être touché ou de toucher le monde. Oui, c'est ça. Et donc c'est une grille quand même sensorielle, mais qui elle est une... Le plus grand organe sensoriel, c'est la peau. Hein. Oui. C'est une surface énorme. Oui. Et ce qui va faire que ton épiderme va se rétracter ou se dilater, tu le vois dans les pratiques telles que la fasciathérapie, la kinésiologie, même le massage, tu vois, d'être enveloppé, d'être touché, tout le monde ne peut pas se faire toucher. Tu vois, moi, j'ai des gens qui détestent aller faire un massage ayurvédique. Ouais. Moi, j'adore me faire masser avec des huiles chaudes, tu vois. Et en fait, c'est une reconstruction. Moi, ça m'a pris des années d'accepter d'être massé, ne serait-ce que ça, tu vois. Et que quand on va dans les couches plus profondes, comme la fascia, tu vois, les fascias qui sont des tissus qui prennent beaucoup les empreintes émotionnelles, le praticien, il pose juste ses mains et il sent les tensions en profondeur dont toi, tu n'as même pas conscience. Ah ben je me suis formé à la fascia. Et c'est par la fascia que j'ai découvert la remontée, les mémoires engrammées dans le corps. Et j'ai adoré cette expérience. Je me souviendrai de toute ma vie. Je venais de perdre mes 2 parents l'un après l'autre. Et je vois un fasciathérapeute. Donc, au bout de la 3e séance, j'explose en sanglots sur la table et j'ai des remontées d'une mémoire d'abandon, en fait, que j'ai eue à peu près au même âge que le petit garçon sur la photo. Et je me dis, ben oui, bien sûr, l'abandon que je vis là... de me sentir isolé. Ben oui, et puis que mes parents sont plus là. Je revis la mémoire de l'abandon que j'ai vécu et qui est remonté, mais comme avec un flash, alors que la personne était occupée avec mon corps, dans le subtil de mon corps, et c'est cette émotion, cette flash est remontée, l'émotion avec, et là j'ai pu commencer à faire mon deuil en fait. C'est ça. Voilà. C'est ça, et ce qui est incroyable, je trouve, dans la fasciathérapie, moi j'ai fait une formation aussi il y a 30 ans, et c'est vrai que tu poses tes mains sur le corps, il est habillé, la personne est habillée, et donc ça passe quand même les couches des vêtements, de l'épiderme, et tu vas dans la profondeur, parce que les tissus enveloppent, c'est le périoste au niveau de l'os, c'est le péricarde au niveau du cœur, le péritoine au niveau des intestins, et donc selon, des fois en étant sur tes épaules, ça traite ta cheville. Exactement. C'est-à-dire que c'est comme une chaîne de solidarité dans le corps, qui selon les endroits, t'en libères un, ça va redonner du mouvement aux autres. C'est comme un peu dans une forêt avec les rhizomes, où t'en as un qui va pas bien, et tous les autres vont dire « Oh, lui, il va pas bien », mais il faut recréer les circuits. C'est ça. Et donc ça remet les circuits, c'est vrai, en route. Et c'est assez impressionnant, effectivement. Moi, j'ai adoré, j'ai fait la formation pendant 4 ans et je l'utilise encore maintenant. Et moi, je vis ça un peu comme une vague, tu vois, une sorte de vague que tu crées à l'intérieur du corps. Et ce qui est génial, c'est quand la personne la sent à l'intérieur d'elle-même, ce truc qui l'enveloppe.
Et en effet, il y a très peu de recherches en fait. On a considéré que les fascias c'était le truc qu'on jette en C'est anatomie. récent. Bah, moi, je te dis, ça fait 30 ans, quand j'ai Ouais. fait cette formation, ils se planquaient parce qu'ils pensaient que c'était une secte. C'est ça, Danny Bois, avec qui j'ai fait ma formation, est obligé de partir au Portugal ou en c'est ça. Espagne pour Mm. remonter, faire sa thèse, essayer de Mm. rendre un parcours universitaire, de valider. Tu me diras, regarde, c'est très récemment qu'on a l'université de sciences cognitives avec Corinne Sombrin. C'est ça. Donc les choses viennent petit à petit. Parce que la science est obligée d'avoir un recul d'études pour pas que ça parte dans tous les sens. C'est normal. Et puis, il faut des pionniers qui défrichent quoi Exactement. qu'il arrive. Voilà, donc c'est vrai qu'au niveau de la sensibilité, il y a tout un monde de sciences cognitives qui aujourd'hui est beaucoup plus performant aussi avec les IRM. On peut mesurer les effets de la méditation et des choses qui paraissaient un peu non rationnelles. Ça permet d'évoluer aussi dans une meilleure compréhension de choses qui peuvent paraître irrationnelles, c'est vrai. comme les MD, les expériences de mort imminente ou des choses comme ça. On commence à pouvoir comprendre ce qui se passe dans le cerveau. Et après, il y a des choses qu'on ne sait pas. On reste avec un plan je ne sais pas, mais progressivement, on explore. C'est ça. Et donc, dans l'exploration de cette sensibilité, toi, tu rencontres la fascia à un moment donné qui permettent en tout cas de libérer des empreintes de tension, d'émotions, on va dire, de ressentis non exprimés, et qui te permettent du coup d'aller trouver un langage pour exprimer ça. C'est ça. C'est l'anamnèse qui est importante, c'est pouvoir mettre des mots là-dessus, mettre des mots sur la sensation. Et ça, c'est fantastique. Ça permet moi je dis souvent, d'exprimer, faire de l'expression, c'est mettre la pression à l'extérieur. Je pourrais passer beaucoup plus de temps avec mon corps, avec mes sensations. Parce que j'ai l'impression en ce moment qu'il y a une sorte d'emballement, alors je parle pour moi, mais il y a un emballement du mental et des sollicitations. Toi, tu te sens emballé dans ton mental. Ouais. Et du coup, quand le mental s'emballe, c'est qu'il veut protéger quelque chose? Alors, il n'y a pas que pour moi, j'ai l'impression que tu vois, avec nos téléphones, nos réseaux sociaux, tout ça, il y a une sorte de sollicitation mentale en permanence. Et moi, j'ai l'impression d'être hors de moi, littéralement. Tu vois, avec toute cette sollicitation digitale, l'analogique, le corporel, j'ai l'impression de parfois être débranché, quoi. Et quand tu constates ça, tu n'as pas des rituels au quotidien? Alors oui, ça, je suis en train de redévelopper des rituels, une sorte de discipline même, tu vois, de respiration, de sentir mes pieds quand je vais d'un rendez-vous à un autre dans Paris, de faire des moments de méditation où je vais descendre dans mon bassin et revenir à la maison, tu vois, faire ces moments de proprioception, comme tu disais tout à l'heure, de sensation de mes appuis, de me créer un moment d'ancrage face à un arbre, ou juste de me dire là je suis dans un TGV ou je suis entre deux rendez-vous, je sais que je suis en train d'être débranché d'un endroit A aller à un endroit B, et comment je peux maintenir mon ancrage, ma sensation d'ancrage entre les deux. Et ça, c'est devenu vital pour moi en fait, parce que sinon c'est comme si je partais en burn-out presque, tu vois. C'est comme s'il y avait trop de choses, tu vois, ce que m'a dit un jour une des personnes qui me massait. Elle avait la tête qui tournait en me massant, parce qu'elle aussi, elle était hypersensible. Et elle me dit, vous me faites penser à un navigateur d'ordinateur et vous avez plein d'onglets ouverts en même temps. Et je dis, mais vous avez tellement raison. C'est le propre des hypersensibles. Voilà, des sensibles, des slasheurs, on a trop de trucs ouverts, quoi. Et en effet, comme si j'avais trop de choses sur le feu, trop de projets en même temps, et en même temps, trop de sensations en même temps. Et j'ai compris qu'il était hyper important pour moi de développer une discipline de retour à la maison, de retour au corps, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive dans ma vie, quoi. Et voilà, je suis en train de revenir à la maison, en ce moment, tranquillement, tu vois. Et le fait d'avoir quitté Paris aussi ces derniers temps, j'habite à présent en Bretagne. Donc pas loin de la photo. Bah oui, pas loin de la photo, c'est vrai. T'es retourné sur les terres, t'es retourné le chercher. Ouais. Je reviens te chercher. Exactement. Je savais que tu m'attendais. Et oui, et tu vois, et c'est marrant parce que je suis en Bretagne depuis quasiment 1 an et j'ai des remontées par le lieu, quoi, par les lieux, par ce territoire que j'avais abandonné à 17 ans, en voulant un petit peu fuir cette famille compliquée. Et puis j'ai fait le tour du monde et je ne pensais pas un jour revenir aux sources, quoi, en fait.
Et je me retrouve... Heureux qui, comme Ulysse, a fait un long voyage. Et puis est revenu plein d'usage et raison. Exactement. Et c'est exactement ce qui se passe pour moi, avec la sensation de revenir à la maison, en effet, et puis avec les dossiers non clos qui viennent se présenter à toi, en mode, c'est ce que me disait un jour une personne que j'avais revue, qui me disait, voilà, vous avez signé des chèques en bois pendant des années, puis là, il y a la banque qui vous envoie la facture. Et c'est vrai, je le sens dans mon corps, il y a des choses que je revis en étant de retour à la maison, comme s'il y avait besoin d'aller boucler une boucle, quoi. Et en effet, tu m'y fais penser. Je pense que le week-end prochain, dès que je peux, je vais retourner à la plage. Je vais retourner à la plage. Va creuser la plage. Je vais creuser à cet endroit-là. Creuse. Voilà. Tu vois, ça me fait penser à Christiane Singer, que sûr. tu connais peut-être, qui parlait du rabbin Charter, Rabbi sûr. Charter, qui disait à la fin de sa vie, il se disait comment je peux faire pour me dire que j'ai réussi ma vie. Et en fait, il est retourné sur un pont de Vienne. Je sais, je me souviens. Voilà. Pour reconnecter à cet enfant de 15 ans qui a été battu par les nazis. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, cette enfance, elle est avec nous tout le temps. Oui, après, c'est un dialogue, on la porte plus ou moins, on la planque plus ou moins, selon les intensités traumatiques, entre guillemets. Le curseur est plus ou moins haut selon l'intensité des situations. Mais moi, je pense qu'on est équipé à la hauteur des situations. Oui. Après, il y a plusieurs facteurs qui vont faire que ça passe ou ça casse. Des fois, ça casse. Mais tant qu'on est vivant, qu'on respire, autant aller vers ça. Et récupérer cette vibration-là d'automatisme, de protection et de besoin d'attachement, de lien. Un enfant, le premier besoin qu'il a, c'est de manger. Après, c'est de faire des liens. Oui. Donc, selon son environnement, les attaches, elles vont être... c'est les lois de l'attachement. C'est ça, c'est d'aimer et d'être aimé. Voilà. Et protection, sécurité. Et protection, sécurité. Et donc, lien sécure, lien insécure, etc. On connaît un peu ça dans les travaux de Bowlby, par exemple. Mais c'est vrai que je pense qu'avec cette sagesse que tu développes, en tout cas que tu as développée, et cet éclairage que tu amènes dans les organisations, il est inévitable qu'à un moment donné, ça te ramène à ta propre organisation pour arriver à pouvoir être incarné cette alchimiste que tu es finalement, de cette alchimie du petit et du grand en même temps, pour qu'il n'y ait plus du tout cette appréhension que d'être débordé. Tu vois, c'est ça que j'entends dans ce que tu dis. Oui, c'est vrai que je me rends compte que finalement, cette expérience initiatique, quelque part, j'ai passé mon temps et des années, des décennies à la travailler, la transmuter, la nettoyer, la guérir en fait. Et que cette guérison qui est toujours en cours, pour moi c'est jusqu'à notre dernier souffle, mais en tout cas j'ai à cœur maintenant pas de la transmettre, mais d'en faire témoignage, quoi. De permettre à d'autres personnes de se dire « Ah, mais moi aussi je suis dans le même cas », et puis qu'on fasse alliance pour qu'elle aussi elle puisse transmuter et elle aussi, à son tour, faire tache d'huile autour d'elle et de réparer son système. C'est ce que tu fais déjà dans les organisations. Bien sûr. Oui, donc, quelle dimension supplémentaire tu voudrais amener? C'est la dimension encore plus humaine, justement, plus sensorielle, tu vois, encore plus... parce que dans les entreprises, bon, on est encore très dans les concepts, les idées... La culture d'entreprise. Et il y a quelque chose de l'expérientiel dans lequel on ne descend pas assez, quoi. En tout cas... dans lequel il y a encore une marge de manœuvre, il y a tellement d'intelligence à cet endroit-là, et ça fait encore partie de la portion congrue de, tu vois, c'est l'impensé d'une entreprise. Alors, sauf quand on a des gens comme toi qui peuvent apporter ça et le porter en entreprise ou dans des collectifs qui sont mûrs pour ça. Mais alors que là, il y a une richesse absolue de perception, de sensations et d'informations à les capter. Je comprends, je comprends. J'ai le même constat de cette mesure et cette frilosité des organisations à aller dans la profondeur. Oui. Il y a peut-être des risques. Oui, bah c'est le risque de... Moi ce que je constate depuis le temps que j'essaye tout le temps,
Et ce que je constate, c'est la peur de l'émotion qui vient avec la sensation. Et ça, souvent, les gens ont cette forme de croyance qu'on ne peut pas parler de ça. Oui, bon, il y a aussi une sorte de timidité ou de retenue aussi avec ça, bien sûr. Est-ce que c'est la place de l'entreprise? C'est ça. Ben, moi, j'ai la conviction que l'émotion, c'est émobérer, hein, c'est mettre en mouvement. Et là, dans la plupart des entreprises que j'accompagne, c'est dans des entreprises qui sont en transformation et qui sont là pour vivre un processus de changement, de conduite du changement, comme tu dis. Je ne supporte plus ce terme-là parce que c'est comme si on devait conduire le changement. Il y a un moment, il faut le sentir, quoi. Il faut le sentir, l'expérimenter dans son corps. Qu'est-ce que ça me fait? Comment je me sens? C'est confortable, pas confortable? Qu'est-ce que ça crée comme émotion chez moi? Est-ce que c'est de la tristesse, de la colère? Mais ouvrir ces champs-là. Et ça, depuis des années, j'essaye de pousser ça, porter ça, et parfois ça ne passe pas. Mais de plus en plus, j'ai des gens qui me font carte blanche pour expérimenter ça. Et je vis des moments incroyables d'humanité. Il n'y a plus la même vibration après, quoi. Moi, pour faire de la gestion de conflits en entreprise, si j'y vais pas avec l'intelligence émotionnelle, ça ne marche pas. On est bien d'accord. Les codev, ça ne marche pas si chacun n'est pas dans sa posture ouverture. Hein. Sinon, ça devient du bavardage ou ça devient de l'ajout verbal. C'est pas possible. Il y a un moment, tu vois, c'est des questions toutes simples de comment tu te sens avec ça. Mais comment tu te sens? Écoute ton sensoriel, quoi. Et qu'est-ce que ça te fait? Et puis parfois, c'est d'aller encore plus loin avec ça, c'est est-ce que tu te sens accueilli avec ce qui se passe pour toi, ce que tu viens de dire? Parce que souvent, l'accueil, il y a ce que j'ai dit et ce que j'ai émis, mais est-ce que je me sens accueilli avec ce que j'ai déposé, qui est sacré pour moi, qui est précieux pour moi, parce que je suis occupé avec ça, quoi. Et avoir la sensation de se sentir accueilli par l'autre ou les autres, quand on est dans un moment de processus collectif, ça aussi, ça crée autre chose. Tu vois. Écoute. Une écoute. Il y a quelque chose qui peut se déposer, de se dire ah là là, ça y est, je peux à nouveau être en sécurité parce que j'ai déposé ma vérité et je suis plus en danger parce que je suis validé par les autres dans la sensation que je suis accueilli pleinement et complètement avec ce que je viens de dire. Même si c'était un clash, même si c'était une émotion difficile, même si ça emmerde tout le monde, mais je peux à nouveau être dans ma zone de sécurité. Tu vois. Mais c'est vrai que ça change complètement. Moi, je vois dans les retours d'expérience des collaborateurs, souvent, on ne se parle pas pareil à la machine à café. Ben non, c'est clair. Ah ben ça, c'est clair. C'est comme verrez, quoi. Pas plus tard qu'hier, j'avais une soirée avec un intervenant qui disait qu'est-ce qui se passe dans vos entreprises, parce que j'anime un cercle de dirigeants, et il disait c'est quoi la différence entre le bavardage, la discussion et la conversation. Et conversare, c'est se tourner ensemble vers quelque chose. Mais on ne converse plus. On papote, on chatte, on bavarde, c'est du bruit, quoi. Ben, c'est là où tu disais, et je comprends très très bien, et ça nous explique peut-être ce besoin de retourner au corps et à des choses de la terre, du concret, d'aller faire du jardinage ou d'aller se baigner comme moi dans l'eau glacée, chacun son truc. C'est qu'avec la sollicitation virtuelle, on n'est pas dans le même contact, le même espace sensoriel. On le voit bien dans les animations en visio ou les animations en présentiel. Moi, je peux faire de la visio, mais j'ai bien vu pendant les mois de Covid de faire que des formations et des coachings en visio. Mais ça, oui, on peut être là, présent, mais la transmission n'est pas la même. Il y a de plus en plus d'entreprises qui incitent pour revenir à du présentiel. Il y a un nombre incalculable d'entreprises qui ont décidé qu'au début 2025, on devait revenir au bureau en présentiel parce qu'ils se rendent bien compte qu'il y a un problème de performance et d'efficacité dans les équipes. Surtout la communication non verbale. Ah oui, bien sûr. Et puis les gens dépriment parce que c'est bien beau de faire du distanciel pour pouvoir commencer son week-end un peu plus tôt et aller chercher les enfants. Mais il y a un moment, il y a quelque chose qui ne se vit plus dans la relation, quoi. Le nous. Toi, aujourd'hui, il y a donc cette dimension que tu aimerais te reconnecter à plus, d'emmener avec toi cette grande sensibilité de ce petit garçon qui s'est souvent senti un peu à part, avec des connexions et plein de fenêtres ouvertes de communication avec des choses plus subtiles de certains plans. Tu as eu des expériences qui t'ont marqué, qui t'ont donné des déclics, qui t'ont fait changer de trajectoire à des moments? Parce que quand j'étais petit, je crois que je ne l'ai jamais dit, j'entendais des voix, quoi. J'avais des moments où j'étais envahi
de perceptions un peu bizarres en fonction des endroits dans lesquels j'allais. Quand j'allais au cimetière, j'étais comme si je me sentais un peu harcelé, tout ça. Alors ma mère, ça me posait le problème de concentration à l'école, et ma mère avait fait appel à un rebouteux du village en Bretagne. Tu vois, il y a des rebouteux pour tout. Il y a plein de druides. Et, voilà, les druides et tout ça. Et cette personne m'avait dit que j'étais trop occupé avec ces plans-là, et que j'étais trop chargé, et qu'il y avait trop de monde sur moi. Et je me souviens de ce qu'elle disait. Et il fallait que je fasse le signe de croix. Mais elle m'avait dit, ça reviendra plus tard. Et en effet, après que mes parents soient partis, moi je me suis passionné pour le sujet de la mort et du passage. Et depuis, j'anime depuis bientôt 10 ans des cercles de parole sur la mort régulièrement, en ligne ou en présentiel. Et pour moi, c'est un sujet fondamental. Et c'est ça qui fait que ça m'aide à accompagner le changement. La première étape, c'est le deuil. C'est des petites morts. Mais oui, c'est accepter la finitude. La peur de l'inconnu. La peur de l'inconnu, et déjà la peur de la fin du connu, quoi, avant de passer à l'inconnu. Et pour moi, le sujet de la mort, c'est pas du tout morbide, c'est passionnant. Et j'ai un rapport à la mort qui est assez particulier. C'est pas que je suis prêt, c'est que oui, elle peut venir quand elle veut. C'est pas un sujet, mais j'ai toujours envie de vivre. Mais je sens que ça va être un espace pour moi de grâce immense. Et si je dois avoir une seule activité jusqu'à la fin de mes jours, quand j'en aurai marre de faire ce que je fais, c'est d'accompagner les mourants. J'ai jamais fait, moi je travaillais avec Jeanne Garnier. Ouais. Tu sais, Jeanne Garnier, tu connais cette maison d'accompagnement en fin de vie. Ouais. Et donc il y a un collectif qui fait un roulement pour aller accompagner les gens en fin de vie, donc d'être juste présent. C'est ça. En présence, en qualité de présence à côté d'eux. Ce que j'essaye juste, quand tu disais avec ce petit enfant, quand tu le regardais dans les yeux, tu disais, il y a un endroit où il me dit, révèle-toi ou... Oui, non, il t'a dit quoi ? Montre-toi. Montre-toi, voilà. Ouais, montre-toi. Qu'est-ce qu'il voudrait que tu montres ? Tu vois, typiquement, c'est marrant ce que tu dis, parce que j'étais... il n'y a pas longtemps, c'était la Toussaint, et j'ai eu une fulgurance à un moment de me dire... J'aimerais que les entreprises vivent une expérience de mort imminente. Déjà, on nous disait que c'était l'OTAN qui était en encéphalogramme. C'est ça. Tu vois, regarde ce qui se passe dans le monde actuellement. Et en effet, on est dans un espace de mort imminente de nos systèmes de pensée, de nos systèmes d'organisation, de nos systèmes économiques. Et en fait, j'ai eu cette idée-là qui m'a traversé un jour de me dire c'est bientôt la Toussaint. Et j'avais envie de proposer un atelier de EMI, quoi. Et tu vois, je n'ai pas osé le faire. Je me suis dit, ça va être vécu comme du perché barré, tout ça, tu vois, sur LinkedIn. C'est quoi cette peur d'être barré ? Mais en fait... Parce que tu en as plein, des copains comme toi. Mais bien sûr. Et puis moi, je le suis, et tous mes amis reconnaissent cet espace-là en moi, et même les gens qui font appel à moi viennent chercher ça. Tu vois. Il faudrait que ça soit qui le dise pour que ça soit validé ? Tu vois, je suis déjà en train d'écrire un livre là-dessus. Je suis dessus depuis 5 ans, j'arrive pas à l'accoucher. Il y a quelque chose de me montrer, en effet. C'est la légitimité ? Non, la légitimité, je pense que je l'ai. C'est une sensation ouais, la violence du rejet ou voilà, cette croyance que le monde n'est pas prêt, et en même temps que je te dis ça, mais en fait, non, c'est tout à fait ouvert. C'est toi qui n'es pas vrai. Oui, c'est moi qui ne suis pas prêt. Tu es le monde. Je suis pas prêt. En fait, non, tu vois, c'est marrant, merci de me poser cette question comme ça. C'est comme si j'avais envie de tout donner, de tout montrer, en faire une Bible, quoi, pour que les gens comprennent absolument et fassent une expérience complète, et qu'il y ait un effet ah ouais, quoi, tu vois. C'est marrant parce que autant il y a un petit garçon, mais là on sent une volonté assez très incarnée, en fait, très ambitieuse. Je pense que tu as plus peur de ton ambition que de ton petit garçon, si je puis me permettre. Excuse-moi, parce que là je fais du coaching sauvage. Ah, j'avais dit que je ferais pas ça. Non mais merci, parce que j'ai besoin d'un petit coup de pied au derche de temps en temps. Si tu veux des coups de pied au derche, je t'ai sonné à la bonne porte. Et je suis reconnue pour être radical et un petit peu métal. T'as raison. Non, mais je sais que ce que je porte est un peu, c'est pas révolutionnaire, mais un peu quand même. Je veux dire, je sais que ça perturbe. Robespierre sort de ce corps. Ouais, c'est ça. Merci ma chère. Il faut oser incarner ton ambition. C'est le père en fait. Poète. Ouais, c'est ça.
mais qui n'était pas hyper présent Non, mais sur la ta photo. gueule, en fait. Juste... Non, excuse-moi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, aujourd'hui, toi, t'es un homme, Ouais. un sage. Mais il y a cette volonté que tu auras réussi si tu as fait quelque chose de cette souffrance. Et le petit garçon, il te regarde et il te fait bah révèle-toi. Active le père, quoi. Mais du coup, active le père. Ah oui, non, mais si j'active le père, attends, je vais morfler, moi. Donc je vais m'auto-saboter, en fait. Moi, c'est pas grave, j'ai le plan B, je vais mourir. J'ai pas peur de la mort. Bah, ça t'arrange bien de pas avoir peur de la mort. Mais on n'en sait rien. Et en attendant, j'ai quand même encore un peu de boulot, ouais. Ouais, donc c'est pas du boulot. Tu vois, prendre peut-être pas comme du boulot. Mais ce qui est doux, je trouve, c'est de marier les contraires. Ouais. Et merci, ça fait... Ouais, t'as raison. Tu vois. Et je pense qu'il faut au contraire y aller avec force. Moi, j'aime bien l'idée de poser son cœur sur la table. Tu vois. Moi, j'essaye en tout cas qu'aujourd'hui, dès que ça se rétracte, je fais « Ouh là là, c'est par là que ça se passe ». Oui, c'est vrai. Non, mais et du coup, d'arriver à accepter totalement cette frugalité, cette fébrilité, cette vulnérabilité, ces larmes qui montent, cette gorge qui se noue, cet énervement qui est arrivé mal à propos, ce jugement qui me fait chier. Tu vois, voilà, j'essaye juste d'avoir l'ambition, me donner les moyens de ça, quoi, parce que sinon, je pense qu'en reproduisant quelque part une volonté de vouloir transmettre à qui, que quoi, tatati, tatata, et que le monde se réveille, non, en fait. Non, t'as raison. Non. Il faut rester dans le réel, non, dans et le puis, il vrai. faut être disponible à son environnement, tout simplement. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, juste, tu t'occupes de tes sensations et tu restes disponible à ce qui se présente. Parce que ça, c'est la vérité, en fait. C'est le vrai, c'est le réel. La sensation, elle ne ment pas. Le corset, comme on dit souvent en alchimie. Sinon, c'est un corset. Ça se passe comment un Stéphane en colère? Il ne se met pas vraiment en colère, mais il met vraiment clairement ses limites. Et il prend un grand plaisir à dire non, déjà. Ou à dire stop, tu vois. Mais il ne fait pas sa grosse voix, il ne s'énerve pas. Tu cries jamais? Sauf en thérapie collective, où là, je me suis autorisé parce qu'il y a le mais cadre sinon, pour tu ça. t'énerves, tu gueules jamais? Non. Tu cries jamais connard à celui qui a ouvert la porte quand tu passes en vélo? Non. C'est pas le truc qui te vient? Non, parce que tu vois... Tu lui pardonnes. Oh, le pauvre, il est en train de faire une livraison, il s'est garé sur la piste cyclable. Oui, alors... Ouais, c'est vrai, hein. J'essaie toujours de revenir dans... préserve et conserve ton humanité, parce que si tout le monde pète les plombs, on va pas s'en sortir, quoi. C'est vrai que je prends sur moi. Mais en même temps, derrière, j'ai envie de courir, de faire à manger, de bouffer. Alors après, c'est vrai que c'est peut-être, ça passe par la frustration ou quelque chose qui n'est pas complètement vivant, j'entends bien ce que tu dis, ou qui est pas complet. Mais voilà. C'est juste que c'est une forme de réponse, mais ça reste une forme de réponse à une réaction. Et quand tu le regardes, qui te dit... mais attends, aujourd'hui, tu as les moyens. Oui, complètement. Tu ne vas pas rester avec l'empreinte, parce que du coup, si tout ce que tu fais est une réponse à l'empreinte... Ah non, bien sûr. Entre guillemets. Hein. Mais peut-être tu peux t'autoriser à dire connard. Oui. Tu vois, c'est-à-dire que pour répondre, moi j'ai choisi d'être alchimiste, de transmuter, d'aller dans les... Parce que c'est ton grand matelas. Mais bien sûr, mais c'est une partie de l'expression de mon système protecteur. Voilà, ça, exactement. Clair. Et que du coup, je me dis... C'est quelque chose que j'explore, évidemment, comme toi, et j'ai pas la réponse. Mais je regarde comment j'ai créé des circuits qui créent quand même un conditionnement et qui me mènent dans une fausse sécurité. Oui. Parce que je pense que notre intelligence sensorielle est conditionnée, que dans un premier temps, déjà, il faut accepter de ressentir ce qu'on ressent et de se repluguer à ça. Donc déjà, ça, c'est une première étape. Et dans un deuxième temps, d'accepter son conditionnement. Ah bah tiens, pour me protéger, je me suis bouché les oreilles pendant 50 ans. Et une fois qu'on voit bien son fonctionnement, de le valider. Et ce n'est pas notre identité. Non, c'est juste un personnage, enfant, adulte, avec une systémie de dialogue, qui va se présenter comme quand tu dis des fois je me présente pas ou parce que je vais être trop... À partir du moment où tu veux être ça, évidemment que tu crois que ton identité c'est ça. Non, en fait. Mais si tu dis oui, tiens, là je suis en train de jouer à prendre ce costume là, c'est ok en fait.
C'est juste avoir de la conscience de ce qu'on fait. Voilà, c'est qu'en fait, et puis il n'y a pas de bien mal en fait là-dedans. Il n'y a pas de, oh, faudrait que je fasse ceci, ou je voudrais que ce ça, ou tatati tatata. Parce que c'est. Et à partir du moment où tu veux être ou ça, ou ça, ou ça, tu peux être sûr que là, tu sors. Ah oui, c'est vrai. Mais pour moi, c'est une question de conscience, tu vois. Tu vois, Neil Donald Walsh disait dans Conversation avec Dieu, l'important, c'est pas ce que tu fais, c'est qui tu es quand tu le fais. Est-ce que tu es conscient de l'être que tu prends déjà. Oui, c'est ça, pour qui tu te prends, mais d'avoir conscience de qui tu te prends. Exactement. Moi, si je me prends pour la mère, tu peux être sûr que je vais être énervée par l'enfant. Ouais. Si je me prends pour l'épouse, je vais être énervée par un retard. Si je me prends pour la cuisinière et qu'on me dit que le plat est pas bon, je vais se le prendre. Ouais. Donc déjà, c'est... Après, tu joues des rôles, tu as différentes casquettes dans une journée, dans une vie, mais de bien voir que ce qui va affecter, c'est déjà qu'à la base, je veux être la mère, la grand-mère, le professionnel, le reconnu, le barré, l'alchimiste transmutateur, la podcasteuse, ce que tu veux. Donc évidemment, ça va du coup ouvrir les voies de l'attachement, puisque j'ai besoin d'être validée dans cette représentation-là. Ah oui. À partir du moment où je me dis, ah bah oui, ce petit bonhomme, il voulait être ci, ça, astronaute ou je sais pas quoi, bah je me prends pour ou je me prends pour ou je me prends pour. Bah c'est normal, je suis en train de répondre à mon petit bonhomme. Et une fois que tout ce petit bonhomme qui est en train de jouer, bah je rejoue quelque part avec lui, mais je peux être celui que je ne suis pas. C'est ça, aussi. Aussi. Et c'est vrai que c'est un peu subtil cette histoire de vulnérabilité et d'enfant intérieur, enfin le concept de l'enfant intérieur, parce que des fois, c'est aussi lui notre saboteur. Parce que lui, il a un conditionnement parental, éducatif, il a dû s'adapter. Hein, et quelque part, en même temps, on le retrouve et on est content parce qu'on peut jouer en faisant des pâtés de sable sur la plage de Pénétin. Et en même temps, si on était son parent, comment on opérerait? Oui, c'est vrai. Hein. Oui, mais aujourd'hui, on peut être, à mon avis, dans ce que tu dis avec ta sensibilité. Moi, je trouve que la force, ce que tu proposes aux organisations, tu as affaire quand même à des organisations qui ont ce côté aussi patriarcal, mine de rien, hyper. Et du coup, toi, si tu arrives avec ton père intérieur en place et le petit garçon est à te répondre blablabla, je pense que tu vas avoir des super idées d'atelier. Ouais. Tu vois, de mettre le patriarcat, ça fait ça. Ben non, en fait, le patriarcat, ça permet de faire, ça conditionne, ça structure, ça rentabilise, ça pragmatise, tu vois, j'en sais rien, peu importe, aussi, whatever. Mais on retombe dans la dualité, hein, tout simplement, et on repart comme pour un coup dans le binaire. Féminisme, masculinisme. Ça marche pas. On le voit bien. Dans du duel. Bah oui, là, on le voit bien. Regarde, déjà les 3 religions monothéistes, elles n'arrivent pas à s'en sortir dans leur idéologie. Alors nous, si on revient avec principe féminin-masculin, à mon avis, et le sensoriel, il n'a pas de sexe. Ah ouais, c'est vrai. Donc quand on parle de ressenti, il n'y a pas de sexe. Non, c'est vrai. C'est très juste ça. Et on s'en fout d'ailleurs de sexe que tu as dans ces moments-là. C'est une disponibilité à une sensibilité, mais tu as des artistes. Regarde un peintre, il est à la fois structuré, il sait mettre des formes, je sais pas, tu prends, Buffet ou Kandinsky, ou tu vois, des gens qui sont hyper structurés, cadrés, les couleurs, les formes, la géométrie sacrée, et puis la vibration d'une couleur, et tu vois bien l'alchimie d'un esprit mathématique et intuitif, comment ça se marie dans un tableau, pour quand la personne, elle le regarde, elle se marie à ces deux choses-là, et ça va plaire autant aux hommes qu'aux femmes. Enfin, je pense que, pour le coup, le langage sensoriel n'a pas de sexe. Par contre, il a une expression peut-être différente. Bah oui, parce qu'on parle beaucoup en ce moment du genre et de l'expression du genre, qui sont deux choses différentes. Et en effet, c'est la palette s'ouvre. Comment tu le vis, toi, ça, cette ouverture de palette? Comment tu aurais envie de l'incarner? Ça ressemblerait à quoi? C'est pas quelque chose que j'ai envie de revendiquer nécessairement, parce que je vois bien aussi les limites que ça a et les tensions que ça crée à nouveau, tu vois. C'est comme si on repartait dans
dans une dualité de ma réalité est plus importante que ta réalité. En tout cas, moi, j'ai envie de rester dans un espace où la palette s'ouvre et j'assume toute la nuance, tout le nuancier, tu vois. Mais sans nécessairement l'imposer, mais que ça devienne quelque chose de naturel, que ça devienne quelque chose de bah c'est ok, et bienvenue à ça, tu vois. Et voilà, je ne sais pas encore très bien comment l'exprimer pleinement, parce que c'est encore un sujet sensible, parce que c'est un sujet d'actualité, mais en effet, ma singularité, ma particularité et mon art quand je l'utilise, quand j'ai besoin d'être artiste ou artisan de quelque chose, tu vois. Complètement. Mais ce n'est pas une revendication. Oui, je vois très bien. Très, très. Quel est ton désir le plus profond aujourd'hui? Pour moi ou pour le monde? Comme tu veux. Ouais. Pour toi? Ouais, peut-être pour moi. Allez, un peu d'égoïsme sacré, comme on dit. Ouais, moi j'ai envie de... Mon désir le plus profond, c'est vraiment d'exprimer toute cette palette, quoi. D'exprimer toute cette palette de mon être, toute cette subtilité, et de la partager, de la faire vivre, pour que les gens se disent... tu vois, hier, on avait une discussion avec des amis, je leur disais, il faut passer du why not à du ah ouais, quand même, tu vois. Et c'est ça mon désir le plus profond, que dans la tête des gens, ça passe du ok, why not, au ah, waouh, quoi. Et voilà, j'ai ce goût-là que toutes mes dimensions puissent être comprises, partagées, et pourquoi pas pousser plus loin, quoi. Qu'est-ce qui t'en empêche? Bah, tu viens de me le dire tout à l'heure, c'est moi. J'ai rien dit du tout. Non, ce qui m'en empêche, c'est l'autorisation du Père, tu vois, du Père en moi, de dire allez, on y va, je crois en toi, mon fils. Je suis ton Père, je crois père. en toi, mon fils. C'est ça. Non, mais c'est vraiment ce sujet de l'autorisation. Tu peux dire je suis mon Père, je suis mon Père, je suis mon Père. Je suis mon Père, je suis mon Père. Et les confiance en moi. Qu'es-tu prêt à faire pour y parvenir? Ben, aller au bout de ma to-do list, là, parce qu'il y a plein de choses qui sont prêtes, en fait. Et mettre ça au monde. Tu vois, je ne suis pas vraiment père, biologiquement, mais c'est de mettre ça au monde. Tout ça, toutes mes idées, et puis de sortir mon bouquin, enfin. Yeah. Un bel accouchement. Ouais, carrément. Merci Stéphane. Merci. Je te souhaite un bel accouchement. Ouais. Merci beaucoup pour cette conversation profonde, authentique. J'étais ravie de ce moment avec toi. Vraiment sympa. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'était le dernier épisode de 2024. J'espère que vous avez passé un agréable voyage sensoriel et qu'une écoute plus subtile de vous-même guide vos pas. N'hésitez pas à partager cet épisode avec vos amis qui vous veulent du bien. Abonnez-vous à Sensoscopie pour ne pas manquer les prochains épisodes. Rendez-vous le 12 janvier avec une femme très inspirante qui ouvre aussi au respect du rythme et des cycles au cœur de l'accélération. Un temps de recul salvateur pour bien démarrer l'année.